Radio J. Les chansons de ma vie, Frédéric Zetoun. Radio J. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie sur Radio J, avec pour invité un très célèbre romancier, dramaturge, réalisateur, comédien, patron de théâtre. C'est l'une des plus belles plumes de la francophonie qui nous fait le plaisir de sa présence, en la présence de monsieur Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour Éric Emmanuel, comment allez-vous ? Bonjour, mais très bien. Je vous remercie d'avoir fait un petit détour par notre micro, parce que je sais à quel point, en cette période de sortie de livres, votre emploi du temps ressemble à peu près à celui d'un ministre, à peu près. Un ministre qui écrirait quand il n'est pas en train de parler. D'accord. Ce qu'ils ne font pas, généralement. Non, ça non. On écrit à leur place. Vous écrivez en parlant, ça vous arrive ? Non, j'ai vu que vous écriviez en visitant. Ça, alors voilà. Votre actualité, on va en parler tout de suite. C'est le défi de Jérusalem, qui sort le 6 avril prochain. Ce livre, je l'ai lu avec passion, je l'ai lu avec émotion, et il raconte au fil de votre plume un voyage en Terre Sainte, pas tout à fait comme les autres. Racontez-nous, un matin, un coup de fil du Vatican qui vous propose de partir en pèlerinage en Terre Sainte. Oui. Je pensais que c'était pour faire de la presse ou de la radio ou de la télé, comme ça m'arrive souvent en Italie. Non. Un grand responsable du Vatican me dit, vous savez, on vous aime beaucoup ici, on aime votre liberté et on aime votre foi. Et on rêverait que vous reveniez de la Terre Sainte avec un carnet de voyage qui serait les impressions d'un homme d'aujourd'hui sur ces lieux. Et j'ai enfin compris pourquoi tous mes voyages précédents avaient échoué, puisque j'avais eu des tas d'occasions de partir avec des amis juifs qui sont à Tel Aviv, et jamais je n'avais pu y arriver. Je me suis dit, bon, au fond, mon voyage, ça devait être celui-là, ça devait être cette proposition-là. Et j'ai passé donc le mois de septembre en Israël. En Israël. Vous saviez déjà que vous reviendriez avec un livre, c'était le deal de départ ? Non, c'était éventuel. Non. Il n'y a aucune obligation, il n'y a aucun contrat surtout. Et moi, j'avais très peur parce que je me disais, vous savez, quand on fait des grands voyages comme ça, on se dit, et s'il ne se passait rien ? Oui. Et si le voyage était plat ? À ce moment-là, j'aurais rien écrit. Or, le voyage était d'une richesse incroyable parce que cette terre est habitée depuis des millénaires, parce que il y a mille choses à voir. Il y a aussi de quoi s'émerveiller, parfois de quoi se scandaliser. Enfin, c'est un des dieux les plus riches, les plus turbulents et les plus puissants de la terre. Vous saviez déjà que le pape François allait vous gratifier d'une magnifique postface ? Ah oui. Non, je ne savais pas du tout. Le oui, c'était pour dire elle est magnifique. Non, parce que après le voyage, je l'ai rencontré, on a passé un moment ensemble. Moi, j'étais dans une grande émotion parce que c'est un homme d'une telle élévation spirituelle, d'une telle bonté. D'une telle intelligence. D'une telle spiritualité que... Voilà, j'ai pas pensé du tout que lui avait pu trouver un intérêt quelconque à notre rencontre, et puis j'ai appris après qu'il avait bien aimé notre rencontre et qu'il avait dit dès que le livre est fait, j'aimerais beaucoup le lire. Et donc dès que j'ai eu achevé le manuscrit, mon contact au Vatican m'a demandé de recevoir le livre, et j'ai reçu par WhatsApp une très belle lettre du pape François, par WhatsApp. Qui est la postface. Et qui est la postface maintenant du livre, puisque je lui ai demandé la permission de la publier. Alors, Éric Emmanuel, avant de partir, un ami juif vous dit, si tu comprends quelque chose de la situation de Jérusalem, c'est qu'on t'a mal expliqué. Il avait de l'humour. C'était encourageant quand même pour vous aider à partir. Et effectivement, c'est une tragédie. C'est une tragédie, cette terre, mais c'est une tragédie depuis des millénaires. Parce qu'il y a eu un acharnement contre le peuple juif au moment de l'exil à Babylone, et ensuite en 70 après Jésus-Christ. Donc c'est une terre dont la possibilité d'être a été déniée à beaucoup de gens. Et puis après, il y a eu cet exode. Et donc il y a une légitimité à vouloir revenir. Mais il y a aussi une légitimité pour ceux qui sont restés à être là. Donc on est vraiment en face d'une tragédie, c'est-à-dire chacun a raison de son point de vue et tort du point de vue de l'autre. C'est ça la tragédie. Vous dites de façon assez neutre, ce sont deux légitimités qui s'affrontent. Mais parce que je le pense, c'est pas de la neutralité voulue, c'est parce que je le pense. C'est-à-dire que... Et vous savez ce qu'Elie Wiesel dit de la neutralité. Qu'est-ce qu'il en dit ? Il y a un mot d'Elie Wiesel qui est absolument génial, qui dit la neutralité est toujours du côté du plus fort.
Oui, ça revient à ça, mais moi je suis pas neutre. Je dis qu'il y a une situation tragique. Il y a plusieurs populations qui ont le droit d'être là, mais ce qu'il y a, c'est qu'au lieu de s'entendre, de créer les possibilités de l'entente, on se bat. Et donc c'est la force qui l'emporte. Et d'où le défi de Jérusalem. Ce qui est fou, c'est qu'Israël, sans y avoir jamais mis les pieds, vous l'aviez déjà visité par le talent de votre imaginaire, par la force de votre imaginaire. Beaucoup. Ainsi, dans l'Évangile selon Pilate, vous décriviez Césarée dans ce livre comme si vous y étiez. On a l'impression que vous y êtes, quoi. Oui. Et quand vous l'avez vu pour de vrai, Césarée, vous vous êtes dit, je retrouvais ce que j'avais parcouru en imagination. C'est vrai que moi, j'ai à la fois de l'érudition, je pense, et de l'imagination. Et les deux s'épaulent pour me permettre de recréer les mondes. Et quand on écrit, c'est ce qu'on fait, bien sûr. Et quand on se retrouve face à la réalité et qu'on s'aperçoit qu'on ne s'est pas beaucoup trompé, ça doit être assez bluffant quand même. On doit être assez content de... C'est-à-dire que le voyage devient un voyage de retrouvailles, alors que c'est la première fois. C'est-à-dire qu'il y a une coloration émotionnelle, émotive. Quand je suis arrivé à Césarée et que j'ai vu là où était le palais de Pilate, que j'avais décrit dans mon livre, lorsque j'ai imaginé les apôtres rencontrant le fameux Corneille, qui va devenir le premier Romain à accéder au culte de Jésus, je retrouvais des scènes que j'avais imaginées, décrites, imaginées, et dépeintes, donc vécues, et dépeintes avec des mots. Exactement. Oui. Vous dites de ce voyage qu'il vous a, j'adore cette phrase, qu'il vous a fait sauter d'un christianisme spirituel à un christianisme incarné. C'est un genre de métamorphose quand même. Oui, parce que moi, je suis né athée dans une famille athée. Une famille poisson rouge. Une famille poisson rouge. Je précise pour nos auditeurs, vous alliez à la messe avec vos parents et comme vous ne connaissiez pas, vous connaissiez l'air mais pas forcément les paroles, vous faisiez ça en playback, quoi. Voilà. C'est ça. Et comme les poissons rouges qui ouvrent la bouche et qui les referment. Exactement. Et donc voilà, j'ai pas du tout reçu d'éducation religieuse. Et quand j'ai fait un grand voyage un jour dans le Sahara, c'était en 1989, je l'ai raconté dans le livre qui s'appelle La Nuit de Feu. Je suis rentré dans le Sahara athée et j'en suis ressorti croyant parce que j'ai eu le bonheur de me perdre, parce que je crois que pour trouver quelque chose il faut se perdre d'abord. Exactement. Et j'ai passé une nuit sous les étoiles qui a été une vraie nuit mystique, une nuit de feu, c'est l'expression que j'ai reprise à Blaise Pascal, qui lui-même était un athée, qui avait connu une nuit de feu, exactement. Et mais cette nuit-là, elle n'était ni chrétienne, ni juive, ni musulmane. Cette rencontre avec Dieu, elle était spirituelle. Elle n'était pas dans le cadre d'une religion. C'était le Dieu des trois monothéismes. Et j'ai toujours pensé que c'est le même Dieu dont parlent les trois monothéismes, et on ne m'ôtera jamais ça de la tête. Et c'est pour ça que j'ai appelé le livre Le Défi de Jérusalem. Ce défi de Jérusalem, on va le résumer. C'est vous qui le résumez fort bien. C'est le défi que Dieu lance aux hommes. Il leur dit, aux hommes des trois religions monothéistes, cette injonction qui n'est plus « entendez-moi », mais « entendez-vous ». Oui, entendez-vous. Voilà. Parce que Jérusalem, c'est ce lieu unique sur la terre qui est un lieu de pèlerinage pour les trois monothéismes. Les Juifs vont retrouver le temple, ou ce qui reste du temple. Le mur. Le Kotel. Les chrétiens vont voir le lieu tragique de la crucifixion. Et les musulmans vont voir le lieu... Voilà, le lieu où Mahomet est venu en songe, où il est reparti dans le ciel. La mosquée lointaine. Voilà. Et puis le rocher d'Abraham, puisque dans la tradition musulmane, c'est Ismaël et c'est pas Isaac. Voilà. Et donc, triple légitimité et donc, ça crée un devoir. Ça crée le devoir de s'entendre. Parce que quand on va à la Mecque ou quand on va à Lourdes, c'est spécialisé. Oui, on n'est pas à tous les croyants. On a déjà pris un couloir très, très, très précis. Voilà. Vous êtes optimiste quant à la réalisation, à ce vœu de entendez-vous? Est-ce qu'il, selon vous, il va pouvoir être exaucé? On va pouvoir je suis pas très optimiste de notre vivant. Je suis pas très optimiste parce que je pense que toutes les religions sont instrumentalisées par les pouvoirs.
Et par les extrêmes. Et par les extrêmes. Donc je crois que certains gagnent plus à entretenir la violence que à la faire disparaître. Or, si on regarde le cœur de ces trois religions, c'est la paix qui est recherchée, c'est l'entente, c'est l'harmonie, c'est la générosité. L'harmonie, le respect pour les juifs, oui. L'amour pour les chrétiens. Exactement. Mais on va dans le même sens. Et on va dans le même sens. Et voilà, les religions sont instrumentalisées. Éric Emmanuel, Jérusalem vous a fortement inspiré, je le dis encore, c'est un livre qu'on lit avec passion et avec émotion. Oui, parce que on ne sait pas si on aime ou si on déteste Jérusalem. Les deux à la fois, c'est tellement puissant, c'est tellement violent. On pense mille choses de Jérusalem. C'est comme quelqu'un qu'on aime. Oui. C'est de l'amour, c'est de la haine, c'est du manque, c'est du plein. On l'aime avec ses défauts, comme toutes les personnes qu'on aime. Exactement, mais c'est une expérience violente. Parce que Jérusalem est excessive. Jérusalem est outrée. Jérusalem est trop. Ce trop, on le sent dans votre livre. Oui. Il y a des scènes, il y a des pages, notamment lorsque vous sentez la présence de Dieu, quand vous la sentez physiquement, un souffle, une respiration, une transpiration. On le sent avec vous. Enfin, c'est votre talent d'écrivain qui n'est plus approuvé. Mais ces pages-là, je trouve qu'elles échappent à la littérature. On rentre dans autre chose. On rentre dans une intimité avec vous à ce moment-là qui est très touchante et très troublante. J'ai osé dire ce qui se passait au fond de mon âme quand je suis dans ces lieux extraordinaires qui suscitent autant d'émotions. C'est-à-dire que d'une seconde à l'autre, je peux être totalement voltairien et me promener au Saint-Sépulcre en trouvant tout épouvantable, en trouvant ces gens qui embrassent le sol, qui font des mamours aux pierres, ridicules, etc. Et le voltairien, tout d'un coup s'agenouille et est traversé. Parce que je croyais que j'allais traverser Jérusalem, mais c'est Jérusalem qui m'a traversé. Et qui vous a traversé. Alors, et notre émission, elle est traversée par des chansons. Alors, donc Jérusalem vous a fortement inspiré. Moi, je voudrais vous faire entendre en préambule de cette émission les chansons de votre vie. C'est vous qui avez les clés de ce programme pendant une petite heure. Vous savez que Jérusalem a aussi inspiré des grands interprètes, des grands auteurs, des grands compositeurs. Allez, un petit medley de chansons sur Jérusalem. Alpha Blondy, Enrico Macias, Charles Aznavour. Dites, c'est vraiment le prisme est large. Oui, bravo. Alors, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez eu la gentillesse de nous glisser à l'oreille en préambule quelques chansons qui ont compté dans votre vie. Et nous allons comme ça nous promener, un genre de pèlerinage, nous aussi, au pays de vos préférences musicales. La chanson, c'est quelque chose que vous aimez, je crois. Je vous ai déjà entendu parler de chansons sur certains plateaux de télévision. Oui. Nous nous sommes croisés, d'ailleurs. D'abord, j'aime la musique, et puis ensuite... j'aime la place que tient la chanson dans nos vies. Elle est toujours liée à des moments précis. Des petits points d'ancrage mémorial, complètement, des petits cailloux blancs. Voilà, et c'est plus fort qu'une odeur. C'est tout d'un coup quand vous arrive une chanson qui est liée à un événement, vous faites une culbute dans le temps et vous vous retrouvez à un autre moment avec en même temps la nostalgie, c'est-à-dire le souvenir se dore de quelque chose qui est que oui, c'est déjà passé, mais en même temps on le savoure. Et je crois savoir que dans votre activité de directeur de théâtre, vous dirigez, pour les gens qui ne le sauraient pas, le théâtre Rive Gauche à Paris, rue de la Gaîté, la rue de tous les plus joli théâtre. Il vous est arrivé certains soirs et certains mois de programmer vraiment des chanteurs. Ah oui. Marianne James, entre autres. J'ai Marianne James, j'ai Victor Laszlo, un quatuor vocal aussi. Quand je peux, je le fais. Voilà, à 19h, et puis en mettant une pièce à 21h. Si je pouvais le faire encore plus, je le ferais encore plus. Mais le problème, c'est toujours où mettre ces sacrés instruments, où mettre ces pianos à queue, etc. Parce que si on joue, il y a une pièce avec un décor à 21h, on n'a pas... Une grande profondeur de scène, voilà. Quoi. On ne va pas entrer dans le grand débat. Et j'ai fait un spectacle sur Barbara. Oui. Avec Roland Romanelli. Roland Romanelli et sa compagne Rebecca. Oui. Spectacle qui a été repris, je crois, il y a quelques mois au Théâtre de Passy et qui va se reprendre à la rentrée au Théâtre de Passy. Magnifique spectacle. On ne va pas entrer dans le grand débat, un petit peu stérile d'ailleurs, de chansons art mineur ou art majeur qui avaient vu s'affronter sur un plateau de télévision Guy Bard et Serge Gainsbourg. Ça fait la joie et les choux gras de tous les bêtisiers. Qu'est-ce qui vous touche dans une chanson, c'est ce que vous venez de nous dire, cette espèce d'ancrage mémoriel. Qu'est-ce qui vous fait rester dans une chanson ? Il y a une phrase de Brassens qui disait on rentre dans une chanson
par la musique, on y reste par les paroles. C'est une phrase que vous reprendriez à votre compte. C'est tout à fait juste. J'y rentre par la musique. Si la musique me plaît pas, je n'écoute pas les paroles. Voilà. Et après, la chanson pénètre dans mon âme si elle exprime Quelque chose. quelque chose. Là, dans les chansons que j'ai choisies, il y a beaucoup de chansons qui disent des choses pour moi importantes. Parfois des choses que je n'avais même pas pensé, parce que c'est vrai que l'art de la chanson, c'est aussi dans le texte de résumer sa pensée en très très peu de mots. C'est ça. Parce que la musique oblige à l'économie de mots. Et À l'inverse du romancier qui, lui, a quelques 200 pages pour pouvoir Exactement. s'exprimer. Vous êtes déjà essayé à l'écriture de chansons, vous qui avez une plume aussi, non, parce que je suis flamboyante. c'est gentil, Non. mais c'est-à-dire que moi je suis un raconteur d'histoires, et des chansons qui racontent des histoires, on fait plus beaucoup, quoi. Moi, non, Il y a des tas de chanteurs qui racontent des histoires encore aujourd'hui. beaucoup. Écoutez les chansons de Benabar, écoutez Ah les oui. chansons d'Yves Jamais, écoutez les chansons. Non, il y a encore de vrais raconteurs Alors d'histoire. avec eux, oui, je pourrais. Mais autrement, il y a la musique prime souvent, ou l'ambiance prime, etc. Oui, Et c'est l'esthétique sonore qui passe souvent sur le... pas toujours, enfin, sur ce qui passe à la radio, oui, mais il y a quelques irréductibles qui continuent à C'est défendre... bien, ouais, mais moi, des vraies ressuscitez-moi Piaf, et là, je vais vous écrire des chansons dramatiques. chansons. Alors, à défaut de Piaf, et parmi vos choix, Julien Clerc, ma préférence, une chanson composée par Julien Clerc, il compose toujours ses chansons, mais écrite pour les paroles par un éminent académicien qui a disparu, qui nous manque tant, scénariste, romancier, un homme délicieux en plus, j'imagine que vous avez déjà rencontré, qui nous manque beaucoup, c'est monsieur Jean-Loup Dabadi. Qu'est-ce qui vous touche chez Julien Clerc et qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson en particulier? Alors dans cette chanson, ce qui me touche, c'est que c'est une autre idée du masculin que l'idée habituelle, quoi. C'est une délicatesse masculine. Moi, j'aime bien quand... La délicatesse de Jean-Loup Dabadi. Exactement. Et alors, je trouve la même chose, évidemment, chez Julien Clerc, puis c'est vraiment quelqu'un qui chante, quoi. Il a la voix placée. Et c'est comme un saxo aigu, hein, parce qu'il a une voix assez haute. Oui. Et donc, c'est un vrai chanteur. Parce que moi, comme je suis de formation classique, je ne peux aimer que les gens qui chantent bien. Un petit peu lyrique. Oui, un petit peu, exactement. Ce qui n'est pas son cas du tout. Non, mais il a la voix placée comme un chanteur. C'est vrai, vous avez raison. Comme un chanteur lyrique. Et voilà, et voilà, qu'un homme puisse avoir cette délicatesse qui est normalement celle de l'autre genre, le genre féminin, pour parler d'amour, ça me plaît. Vous connaissez l'histoire de cette chanson? Moi, j'adore comme ça quand j'en connais l'histoire, parce qu'on me l'a raconté, et j'adore faire partager ça à nos invités. Le père de cette chanson, en fait, l'âme de cette chanson, c'est Serge Reggiani. Et Serge Reggiani, pour qui Jean-Loup Dabadi avait écrit Le Petit Garçon, oui, entre autres chansons, un chef-d'œuvre. On ne peut plus parler de la solitude d'un père quitté par sa femme, et Jean-Loup Dabadi, quand il vous prend un sujet, il vous vide le sujet. On ne peut plus écrire derrière. Et Serge Reggiani était mécontent parce que dans l'album qui avait suivi, Le Petit Garçon, Dabadi n'avait pas assez écrit pour lui. Et donc il lui écrit une lettre pleine de colère et de récrimination. Et Dabadi avait depuis longtemps cette cassette qu'il n'arrivait pas à trouver, il ne partait pas, il n'y avait pas une phrase qui le faisait partir, et il lit cette lettre de Reggiani où Serge quand même le tensait assez vertement, et un petit peu peiné de lui avoir fait de la peine, il lui écrit, et il termine sa lettre en disant « Tu sais très bien, mon cher Serge, qu'en matière d'amitié, tu es ma préférence. » Et en cachetant la lettre, il se dit « T'es ma préférence », il réécoute, il remet c'était le temps des magnétophones, il remet la cassette de Julien Clerc seul au piano, et ben, ma préférence à moi, ça tombait pile poil sur le truc, et voilà comment donc Serge Reggiani, indirectement et sans le vouloir, a inspiré cette chanson. On l'écoute ? De quoi être encore plus furieux. On l'écoute. Ma préférence, le choix d'Éric et Emmanuel Schmitt dans les chansons de ma vie sur Radio J. Vous écoutez des chansons tous les jours, c'est essentiel, c'est comme une forme d'oxygène pour vous? Pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, oui. J'écoute de la musique tous les jours. De la musique tous les jours? De la musique tous les jours. Alors ça, c'est une hygiène. Je peux me passer de lire, je peux me passer d'écrire, mais me passer de musique, je ne peux pas. Vous pouvez vous passer d'écrire, vous?
Bon, j'ai de plus en plus de mal. Hein. J'ai du mal à vous croire. Oui, alors je forme des phrases même en n'écrivant pas, de toute façon. Même la nuit, vous savez, je fais encore des phrases dans mes rêves. Ça s'arrange pas, donc. Non, ça s'arrange pas. Mais non, je peux pas me passer de musique parce que la musique, c'est l'accès direct à l'émotion. Parce que la musique, c'est la chair de l'esprit. Parce que la musique, c'est le cœur, quoi. Et moi, j'ai besoin que mon cœur vive. J'ai besoin que mon cœur respire. Je me sens asséché. Et que votre cœur chante aussi, parfois. Ah oui, beaucoup. Quand je manque d'énergie, la musique m'en donne. Quand j'ai pas de larmes, la musique peut m'en donner. Il m'est arrivé d'avoir des chagrins très très lourds où je pense que mon esprit me protégeait des larmes en m'empêchant de dormir. Et la chanson vous a ouvert cette porte lacrymale. Exactement. C'est tellement important parce que ça descend en dessous des mots. Ça descend dans le plus intime de l'intime. Alors, dans le plus intime de l'intime, on va y rester avec un autre magicien des mots. Vous avez élu domicile en Belgique, et cela m'amène à une transition extrêmement facile. Un autre de vos choix dans les chansons de votre vie avec Emmanuel, c'est le grand Jacques Brel, avec son plat pays. Moi, ça me rappelle le bac blanc de français. En bac blanc de français, pas au bac pas à l'épreuve. J'étais tombé en commentaire composé. Ah oui. Là, je parle à l'ancien enseignant. Oui. J'étais tombé en commentaire composé sur le plat pays. J'étais fou de joie de voir qu'un prof pouvait donner le plat pays. Il vous est arrivé de faire plancher vos élèves sur des textes de chansons? Non, parce que moi, j'enseignais la philosophie. Ah, d'accord. Prof de français, jamais. D'accord. Oui, non. Mais Brel, pour moi, c'est un immense poète. Et qu'est-ce qui vous bouleverse dans cette chanson? Cette chanson ne fait que 2 minutes 40. Moi, j'ai toujours eu l'impression que ce plat pays, on a tellement l'impression de le visiter en écoutant la magie des mots, et cette espèce d'ordonnancement. Enfin, il y a une poésie dans cette chanson. J'ai toujours eu l'impression, c'est en préparant cette émission ces jours derniers, elle ne fait que 2 minutes 40. Oui, mais il dit tout en 2 minutes 40. Il dit tout en 2 minutes 40. Non, mais c'est incroyable. Puis en plus, Brel, au-delà de tout ça, c'est la phonogénie, la présence de la voix. Je veux dire, il sort des baffles, quoi. Il est devant nous. Il est là. Il est là. C'est un peu dans le monde lyrique comme Maria Callas. Il est là avec ses excès, avec ses outrances, avec ses raucités, avec son pathos. Il est infiniment là, quoi. Et c'est rare d'avoir une telle présence dans la voix. Qu'est-ce que vous ressentez quand aujourd'hui, il y a un garçon qui fait beaucoup de public, qui remplit beaucoup de salles, je vais essayer de parler français, qui remplit beaucoup de salles, qui est un sosie de Jacques Brel, qui chante comme Jacques Brel. Ah oui. On a l'impression qu'en ce moment, les gens sont tellement en manque de ces êtres exceptionnels qu'ils sont prêts à aller voir des gens qui les imitent. Je pense à la doublure vocale de Johnny Hallyday. Là, le garçon s'appelle Arnaud Ascoy. Je suis allé le voir. C'est bluffant, je vous assure. Il y a un moment où vous êtes sidéré. Vous avez l'impression de voir Jacques Brel sur scène. L'âme n'y est pas, bien évidemment, mais l'enveloppe est là. Enfin, l'enveloppe est là et c'est assez bluffant. Qu'est-ce que vous ressentez moi, si ça me permet un voyage dans mes souvenirs et si ça me permet de retrouver certaines émotions, je suis absolument pas contre. Mais évidemment, j'ai un peu de réticence quand même parce que voilà. J'entends. Non, mais c'est pas nier leur talent, mais c'est nier l'originalité de leur talent. L'originalité et puis de toute façon l'âme elle ne s'imite pas. Non, l'âme elle ne s'imite pas et on n'a pas besoin d'avoir la voix de Jacques Brel pour avoir l'âme de Jacques Brel. Moi j'ai entendu parfois des femmes chanter des chansons de Jacques Brel et les éclairer de l'intérieur de l'âme sans avoir cette voix de baryton. Morane que l'on écoutera tout à l'heure, mais Morane chantant Jacques Brel, exactement. Les Vieux Amants chantés par Morane, et c'est quelque chose. Alors, est-ce que vous savez que cette chanson, son inspiration est suisse? Non. Oui, je vous assure. Un poète ami de Jacques Brel, un poète suisse du nom de Jean Vilar, qui avait pris pour pseudonyme. Jean Vilar, mais c'est pas celui qui a fait les Trois Cloches? Voilà, Gilles. Le Gilles des Trois Cloches avait ouvert dans les années 50 un cabaret rive droite. Tous les artistes se produisaient souvent rive gauche, et puis il y avait un cabaret rive droite chez Gilles où il programmait aussi des artistes. Il chantait et il programmait des artistes. Et Jacques Brel, famélique à l'époque, avec Sim, il vivait avec Sim, avec le fantaisiste Sim. Ils habitaient tous les deux à Montreuil et il courait le cachet vraiment à la recherche du sandwich pour manger. Et un soir chez Gilles, il entend une chanson chantée donc par le patron du lieu qui s'appelait La Venoge.
La Venoge, qui racontait l'histoire de cette rivière qui traversait le canton de Vaud en Suisse. Et il aurait dit ce soir-là, si lui est capable de chanter la Suisse comme ça, moi, je peux chanter la Belgique à ma manière. Et il aurait écrit dans les jours qui suivaient Le Plat Pays. Merveilleux. On l'écoute. Le Plat Pays, Jacques Brel, votre pays d'adoption maintenant, Éric Emmanuel. En fait, j'ai les deux nationalités. C'est ça, vous avez les... Et la famille du côté de mon père venait d'Allemagne et de Belgique. Comme quoi, personne n'est parfait, vous voyez. Ça sera répété, déformé. Est-ce que vous avez des lieux de prédilection pour écrire ? Vous écrivez partout. Dans le défi de Jérusalem, on voit que vous écrivez partout. Vous le racontez. Oui. Le moindre moment de pause, vous vous asseyez, parfois même assis par terre pour vous... Oui. Pour vous ressourcer. Parce que l'écriture, c'est plus que l'écriture. Ça me permet d'accéder à l'essentiel de ce que je pense. C'est-à-dire que si je prenais pas la plume, peut-être que je me contenterais de pensées superficielles. J'entends. Et la plume creuse et va vers la vérité. J'écris pas pour dire ce que je pense, j'écris pour découvrir ce que je pense. Et puis, vous dites, lorsque vous faites un pèlerinage, vous le faites plus avec votre pensée, votre imaginaire qu'avec vos jambes. Les deux, comme tout le monde. Hein. Bien sûr. Mais ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'on voit finalement à quel point l'esprit est beaucoup plus sollicité dans ce voyage que l'exploit sportif, que l'exploit pédestre, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Surgissent constamment des noms qui portent un imaginaire. Nazareth, Bethléem, le lac de Tibériade. C'est des romans à eux tout seuls. Mais exactement. Donc, c'est une surexcitation de l'imaginaire qu'on est forcé de connaître quand on va là-bas. L'écriture, pour vous, ça... Il y a quelque chose d'un rituel un petit peu mystique. Enfin, c'est quelque chose. Vous mettez en écriture, vous entrez en écriture quand vous savez que vous devez écrire une pièce de théâtre, un livre. Il y a quelque chose de l'ordre du rite, ou alors c'est vraiment quelque chose de très comme ça, débridé à tout moment. Je le fais avec beaucoup de respect. Je fais presque comme une prière, quoi. C'est-à-dire que accéder à la voix qui parle en moi, quand c'est la voix d'autres personnages qui sont pas moi. C'est une démarche d'introspection et spirituelle. Exactement. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain ou un dramaturge ? C'est quelqu'un qui pratique l'empathie multiple. C'est-à-dire une scène de théâtre, qu'est-ce que c'est ? C'est la même situation vue par deux personnes différentes. Oui. Donc, c'est une double empathie. Donc, voilà, l'empathie, c'est la qualité première de l'écrivain. Et il faut respecter cette empathie. Donc, je dirais qu'il y a presque un travail de respiration. Il faut d'abord écouter le silence. Il faut prendre sa respiration. Et puis, faut pas être volontaire, faut pas forcer, faut laisser les choses advenir, faut laisser la grâce arriver. C'est toute une disposition et physique et spirituelle. On continue notre balade. On pourrait vous écouter des heures. On continue notre balade dans les chansons de votre vie, avec là encore un amoureux, un amoureux des mots, et quel amoureux. Un véritable poète, un ami aussi. C'est Yves Dutheil que vous avez choisi de nous faire écouter. Ouais. Avec peut-être sa plus belle œuvre, la langue de chez nous. Dans une époque où elle est si malmenée, cette langue de chez nous, pourquoi ce titre ? Qu'est-ce qui vous touche dans cette ode à notre langue ? Il se sert du français pour dire la beauté du français. Oui. Il se sert du français pour dire l'imaginaire de la France et en même temps aussi l'imaginaire du Québec. La défense du français. Exactement. Et cette chanson, moi qui traverse très souvent l'Atlantique, je suis très très souvent au Québec, cette chanson elle fait pleurer les Québécois. C'est un hymne là-bas. Autant que nous. C'est un hymne là-bas. Complètement. Et voilà, et c'est bon de se souvenir qu'on est unis par cette langue magique. Moi, la langue française, c'est ma partenaire. Oui. C'est ma partenaire d'écriture. Elle me résiste. De temps en temps, j'arrive à lui faire un enfant, mais... C'est votre meilleure amie, en même temps. Mais oui, bien sûr, c'est ma meilleure amie. et voilà, et clamer l'amour de la langue. Les Français, cela dit, aiment leur langue. La preuve, c'est les concours d'écriture. On a quand même le goût de la langue. Il la malmène, parfois. Il la malmène, bien sûr, mais globalement, je vois par rapport à d'autres peuples, on est quand même un peuple qui aime sa langue. Oui, mais on n'a pas le même combat pour défendre notre langue ici que Félix Leclerc l'avait. C'est né cette chanson. Je pense que vous connaissez, je crois savoir que vous connaissez Yves Dutheil.
Ah non, je le connais pas. J'étais sûr que vous l'aviez rencontré. Alors je me trompe. J'aimerais beaucoup parce que vraiment c'est quelqu'un que je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est quelqu'un qui a écrit des chansons admirables. Et c'est un être délicieux. En fait, cette chanson est née vraiment de sa rencontre avec Félix Leclerc et de l'inquiétude que Leclerc avait à défendre. C'était carrément un combat politique, quoi. Je veux dire, là-bas, c'était pas simplement défendre les belles lettres. C'était défendre son identité. Et pour la petite histoire, parce que je vois que vous êtes friand de petite histoire, quand on parle d'Yves Dutheil, on ne peut pas parler d'Yves Dutheil sans sa compagne Noël. C'est vraiment deux êtres, un couple fusionnel dans ce que ça peut avoir de plus beau. Et Noël n'est pas du tout innocente dans le succès de cette chanson. Il lui lit le texte, elle lui dit c'est bien, mais il faut que tu ailles plus loin, il manque quelque chose. Ta chanson, elle est pas cloutée, elle est pas finie, il manque quelque chose. Et bon, dans ces cas-là, on maugrait toujours un petit peu, et puis on retourne dans sa chambre, et il rajoute les 4 vers qui vont donner le titre à sa chanson, vous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ces mots jusque dans nos collèges et qu'on y parle encore la langue de chez nous. Le titre est là et c'est parce que Noël l'a renvoyé à ses chères études qu'il a pu écrire et donner ce titre à la chanson. On l'écoute, la langue de chez nous? La langue de chez nous, magnifique chanson d'Yves Dutheil, choisie par Éric Emmanuel Schmitt dans les chansons de sa vie. Vous avez, vous aussi, comme ça, un premier lecteur ou une première lectrice qui a la primauté de vos premiers jets? Complètement. Moi, j'ai 2 personnes totalement intimes qui maintenant me disent « Mais attends, c'est épouvantable la responsabilité que tu nous donnes. » Parce qu'ils disent, t'es traduit dans 48 langues, t'as vendu 22 millions de livres et tu nous demandes encore. Mais oui, mais j'ai confiance. Et puis j'ai parfois rangé des manuscrits parce que je sentais que je n'avais pas atteint le but. Oui, c'est très important d'avoir parce que je sais qu'aujourd'hui un éditeur ne me dira jamais la vérité parce qu'un éditeur ne voudra pas me voir partir. Bien sûr. Donc voilà, c'est dans le cadre de l'amour et de l'amitié qu'on peut garder des ancrages réels. Ce qui est génial, c'est que vous avez cette lucidité qui consiste à dire aujourd'hui un éditeur ne me dira pas la vérité parce qu'il ne voudra pas me voir partir. Vous savez, ils sont rares les écrivains. Il y en a beaucoup qui pensent qu'un éditeur les trouve et les trouve géniaux parce qu'ils sont géniaux et que voilà, vous savez, c'est une espèce de oui monsieur quoi. Mais un éditeur, c'est quelqu'un qui sait dire à n'importe qui vous êtes génial. vous avez un rapport extrêmement. Vous en parlez de votre éditeur qui traversait une épreuve au moment où vous avez écrit ce livre. Même lui n'arrive pas à vous dire aujourd'hui les choses. Lui saurait vous dire cette partie-là est un peu plus faible ou. Il me le ferait comprendre délicatement, parce qu'il y a ce qu'on dit et ce qu'on dit pas. D'accord. Et comme c'est un être extrêmement fin, c'est un bon éditeur. Donc. Voilà, donc j'arrive à décrypter, mais je sais quand même qu'il aurait trop peur que je parte. Vous avez encore. Je connais la réponse, mais je la pose pour nos auditeurs. Vous avez encore la trouille. On est là à quelques jours de la sortie de ce livre. Vous avez encore le trac. Vous avez encore cette appréhension de la personne qui va porter sur les fonds baptismaux. C'est pas le même trac. Son bébé. C'est pas le même trac qu'avant. Avant, j'avais peur de pas être reconnu. Maintenant, j'ai peur de décevoir. C'est ça. C'est pas la même peur. Et donc la pression est plus forte. En fait, c'est plus. Oui, j'ai plus peur. Cette peur-là est. J'ai la peur de pas être reconnu, on se dit j'aurai d'autres occasions. Mais la peur de décevoir, on se dit si je déçois une fois, j'aurai pas l'occasion de décevoir une deuxième fois. Et puis c'est affreux comme et c'est affreux parce que, vous savez, moi il y a une phrase il y a une anecdote qui m'est arrivée au tout début de ma carrière. C'est ma deuxième pièce, Le Visiteur, qui avait été couvert de Molière, etc. Un carton. Qui était une rencontre entre 3 Molières. Ouais, une rencontre entre Sigmund Freud et Dieu peut-être. Voilà, j'avais mis Dieu sur le divan de Sigmund Freud. Dieu peut-être. Dieu peut-être. Non, mais c'est vrai, il y avait une. Voilà, un point d'interrogation et une porte ouverte. Chacun répond. Effectivement. Chacun répond. Et voilà, c'était un énorme succès, etc. Et j'y vais le jour de Noël pour voir qui vient au théâtre le jour de Noël. Et donc, je vais à la représentation. Et je vois 2 personnes qui sortent et je vois très, très bien à leur habillement que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et ces 2 personnes s'approchent de moi parce qu'elles m'avaient vu chez Pivot. Et elles viennent me remercier pour l'émotion qu'elles ont eue et la joie. Et moi, je leur dis, mais pourquoi ce soir parce que moi, ce qui m'intriguait, c'est qu'on vienne au 5 décembre. Voilà. Et ils me disent, parce qu'on a économisé pendant un trimestre pour venir.
Ça doit toucher au cœur. Alors je me suis dit, alors si je les avais déçus, mais je serais un salaud. Bien sûr. Et voilà, ça c'est. Mais ça, resté. c'est la responsabilité de celui qui propose des choses, qui propose ses créations au public. Ouais, mais c'est ça la peur. C'est la responsabilité. C'est la peur de mal exercer cette responsabilité. On a plus de responsabilité quand on a 22 millions de lecteurs à son actif que quand on en a deux. Oui, parce qu'on a créé un désir et si on décevait ce désir, alors pour certains c'est pas grave, mais pour d'autres c'est grave. Vous répondez à vos lecteurs. Alors, vous tentez de le faire? Je tente de le faire, mais j'ai quelqu'un qui répond pour moi en disant que ce n'est pas moi. Je ne mens pas. Mais qui traduit votre pensée, qui vous connaît suffisamment bien pour pouvoir parler à votre place. Et qui me fait des rapports. Et quand c'est très très délicat, c'est moi qui réponds. Éric Emmanuel, on va continuer avec la magie des mots. Et là, une artiste que vous avez choisie, on en parlait il y a quelques minutes, et qui, dans un premier temps, a radicalement refusé de chanter les mots de la chanson que vous avez choisie. Cette artiste, c'est Morane, et cette chanson, c'est le Prélude de Bach. Une chanson de Jean-Claude Vannier. Alors, Jean-Claude Vannier, on va le présenter pour nos auditeurs. C'est un artiste de l'ombre, un auteur-compositeur de l'ombre, qui a tenté de faire des disques. Il y a quelques initiés qui le suivent, et il a écrit Super Nana pour Michel Jonas, et il a écrit cette magnifique chanson, le Prélude de Bach pour Morane. Et quand Morane écoute cette chanson, elle lui dit « ça, je ne chanterai jamais ». Remorqueur, grue, casserole, Jean-Claude, j'ai énormément de respect pour vous, mais ça, n'y revenez pas. Et il va falloir toute la pression de sa maison de disques, Marc Lombroso à l'époque, qui s'occupe de la destinée artistique de Morane, qui lui dit tu verras un jour ces mots deviendront les tiens. Et Jean-Claude Vannier lui dit non mais vous verrez ces mots-là vous allez vous y faire. Comme quoi l'interprète n'est pas toujours le meilleur juge des chansons qu'elle doit chanter. Morane n'a jamais écrit de chanson. Talent sublime d'interprète. Qu'est-ce qui vous touche chez elle? Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson? Parce que c'est une chanson hautement originale. Oui. Et dans la bonne Morane. Ce qui me touche, c'est déjà la base musicale, parce que voilà, c'est le premier prélude de Bach. Moi, je le joue tout le temps et c'est juste sublime. Et la voix de Morane, pour moi, c'est le velours. Le velours fait de femme, quoi. Déjà ça me... Elle parle à l'âme, cette voix. Ah ben moi, immédiatement. C'est une voix qui m'émeut à l'instant même où je l'entends. Et puis après, quoi qu'elle chante, Morane, on a l'expression d'une solitude. Et ça me touche. D'une grande tristesse. D'une grande tristesse. Et mais j'ai envie de la presser contre moi, j'ai envie de la rassurer. Vous l'avez rencontrée ? On devait se rencontrer juste avant sa mort, puisqu'on avait le même producteur en Belgique. Oui. Et je suis allé au restaurant et elle était malade. On l'a attendue, puis elle s'est excusée. Elle m'a dit qu'elle pouvait pas venir, mais qu'on allait se voir bientôt. Et voilà. Mais bon, ça aurait rien changé. Mais moi, je voulais lui dire à quel point je l'aimais. Et les mots de cette chanson, ils vous ont accroché l'oreille. On disait tout à l'heure qu'on restait dans une chanson pour la qualité de son texte. C'est pas commun, casserole, grue, remorqueur. En fait, cette chanson, pour moi, elle est faite de phrases éparses. Je ne saisis pas sa continuité. D'accord. Et ça me suffit. Comme un tableau. Oui, c'est un tableau impressionniste. C'est ça. Voilà. Une toile impressionniste. Je serais incapable de vous la résumer, mais je ne sais pas si quelqu'un serait capable de la résumer. Quand on l'écoute bien, c'est toutes les émotions qui viennent à Jean-Claude Vannier en écoutant ce prélude de Bach par Glenn Gould. Il faut préciser, puisqu'il donne le détail dans le texte. Donc, selon les moments de sa vie, on va s'accrocher à tel membre de texte ou à tel membre de texte. En fait, c'est une chanson qui vous laisse libre. Vous qui aimez la chanson et qui la connaissez vraiment, on l'entend, vous vous intéressez aux auteurs de l'ombre, à ceux dont on voyait à l'époque, il n'y a plus de vinyle, où on voyait les noms sur... je regarde toujours, oui. Toujours. Et Jean-Claude Vannier, c'est quelqu'un que vous connaissez. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de Villard, j'ai dit c'est l'auteur des Trois Cloches d'Édith Piaf, etc. J'ai vu ça. Parce que je retiens, en fait. Vous êtes bon pour un champion. Mais non, parce que je suis admiratif de l'écriture de la chanson, parce que c'est vraiment une écriture d'une économie incroyable. Et j'admire quand on arrive à réduire sa pensée en quelques mots comme ça. Moi, j'essaye de le faire
sous une forme aphoristique parfois. Mais la chanson, c'est de l'aphorisme puissance 10, quoi. Un bon refrain, c'est un magnifique aphorisme. Moi, je sais pas pourquoi, mais je vous entends parler chansons avec la passion qui vous anime. Je vous ai en face de moi et quelque chose qui me dit que Oui, il faut que je le fasse. les premiers textes d'Eric Emmanuel Schmitt de chansons, la SACEM, vous connaissez Oui, je connais, je suis inscrit quand même. Ah voilà, sinon je vous aurais proposé de vous aider. Non, parce qu'en fait, comme pour mon deuxième film Oscar et la Dame Rose, c'est Michel Legrand qui a fait la musique. Qui a fait la musique. Et du coup, j'ai fait des petites choses. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous entendre dire. Vous avez donc écrit déjà. Oui, mais peut-être ça va sortir un jour, oui, parce que Michel m'avait destiné 2-3 musiques. Donc au boulot, quoi. En fait, il avait écrit une chanson pour Brel. Oui. Et puis Brel est mort. Et il avait écrit la musique. Et il vous a donné la musique. Et il avait dit à Macha, faut que tu la donnes à Schmitt. D'abord parce que c'est la plus dure. Au sens où, non, parce que moi j'ai fait le conservatoire, donc je suis musicien. Donc c'est vrai. Bon, vous avez l'oreille. Voilà. Moi, je lis la musique, je l'entends. Donc à la limite, vous pouvez même jouer et trouver les mots. Voilà. Et puis cette mélodie est sublime. Et Macha me l'a envoyé. Et j'ai écrit un texte dessus. Et puis j'aimerais encore le faire. Donc il y a quand même un projet. Ah, il y a des choses qui arrivent. Et puis c'est une manière de faire vivre encore Michel Legrand, qui était vraiment sur les dernières années un ami. Un jour, vous savez, il m'a appelé. On se voyait avant, aux premières au Général de Théâtre. Alors moi, il me disait des choses gentilles. Moi, je lui disais à quel point j'aimais. Oui. Voilà. Et puis un jour, il m'appelle, il me disant, bon, maintenant, ça suffit. Je dis, pardon. Il me dit, ça suffit. Je viens de lire Oscar et la Dame Rose. Est-ce que vous voulez bien être mon ami? C'est joli. Ça, c'est une déclaration d'amitié magnifique. C'est magnifique. J'ai dit oui, bien sûr. Et 3 jours après, on déjeunait ensemble. Et puis après, on a gardé cette habitude. Et quand vous vous lancez dans l'écriture, puisque maintenant vous nous l'avez avoué, quand vous vous lancez dans l'écriture de chansons, que vous sortez donc de cette zone de confort qui est la vôtre, c'est pas une forme de renaissance? Quand on a écrit autant de pièces de théâtre, autant de romans, et qu'on se met pour la première fois à faire un texte. Mais oui, mais ça, c'est ce que disait Michel Legrand. Il faut se réinventer tous les 10 ans. Lui, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Bien évidemment. Et c'était Edith Piaf qui lui avait dit. Elle lui dit, il faudra que tu te réinventes tous les 10 ans. Parce que, surtout si tu fais une carrière américaine, parce que les Américains, ils te demandent simplement de faire la même chose toute ta vie et tu le fais de moins en moins bien. Quelle justesse. Voilà. Et comme il me connaissait, il m'avait donné le même conseil. J'ai eu un conseil de Michel Legrand qui venait de Piaf. Alors, réinvente-toi tous les ans. Et oui, je me réinvente. J'ai d'abord fait du théâtre, après j'ai fait du roman, puis après j'ai fait du cinéma. Donc voilà, un scoop sur scène. Un scoop à notre micro. Voilà, Eric Emmanuel Schmitt est parti pour 10 ans de carrière d'auteur de chansons, de parolier. J'aimerais bien. Et cette même Piaf, alors un conseil, cette Piaf, cette phrase de Piaf, je l'ai dit au futur parolier à succès que vous allez être, elle disait une grande interprète, et ça va de quoi elle parlait, une grande interprète doit donner du talent à ses auteurs. Ah, donc c'est tellement juste. C'est tellement vrai. C'est tellement juste. On l'écoute, ça nous a un petit peu éloigné de Morane. On retourne à une grande interprète qui a donné beaucoup de talent à ses auteurs, même quand dans un premier temps elle avait refusé de chanter leurs chansons, elle avait cette intelligence d'y revenir et de la chanter avec génie. Le prélude de Bach, Morane. Morane, le prélude de Bach, chanson choisie dans les chansons de sa vie par Eric Emmanuel Schmitt. On parlait de Jean-Claude Vanier, qui est une des plus belles plumes de notre métier et qu'on ne connaît pas. Ça vous émeut parfois comme ça de voir des artistes qui, une vie entière, vont rester dans l'ombre, dont on va chanter les chansons sans jamais ni connaître leur nom, ni jamais connaître leur visage? Mais je crois qu'ils en ont besoin de ça. Parce que moi, j'ai commencé ma vie d'auteur dramatique avec ce désir-là, que de ne jamais me montrer. C'était votre choix? Oui. Non, parce que j'aurais pu faire ce que j'ai fait plus tard, c'est-à-dire jouer. Non, moi, j'avais une forme de complexe qui faisait que je préférais que les autres aient un corps et une voix à ma place. Je pense qu'il peut y avoir ça chez un auteur de chansons. Oui, il peut y avoir aujourd'hui, fut un temps où encore on citait de temps en temps, on parlait de Piaf à l'instant, Piaf ne faisait pas un tour de chant sans avant, on l'entend d'ailleurs dans des documents d'archives, sur les paroles de Michel Sanly, c'est une musique de Charles Dumont. Exactement. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit par exemple à certains télécrochets que la chanson est, et on met le nom de l'interprète au lieu de mettre le nom des auteurs, ça me fait bondir. Et puis avec la dématérialisation de la musique, lorsqu'on vous envoie un disque aujourd'hui, on vous envoie un lien, et sur un lien, il n'y a ni le nom des auteurs, ni des compositeurs. Et quand bien même vous pourriez vous procurer le CD, c'est écrit, il faut avoir une loupe, il faut avoir un microscope. Donc, oui, j'ai l'impression que Non, c'est très irrespectueux.
avec le temps et tous les écrits que vous avez offerts au public, vous avez l'impression, donc vous qui étiez un auteur de l'ombre, qui est maintenant un auteur extrêmement connu, vous avez l'impression que le public vous connaît pour qui vous êtes? Avec le temps, oui. Avec le temps, oui. Oui. C'est même troublant. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui me connaissent mieux que je ne me connais moi, qui devinent en moi des choses, Mais c'est un vrai cadeau, ça. C'est un cadeau extraordinaire. Parce qu'un écrivain, c'est pour un lecteur, c'est quelqu'un qui appartient à son intimité. Et moi, découvrir que j'appartiens à l'intimité de plusieurs personnes, et quand il m'arrive de les rencontrer, mais là, aujourd'hui, plusieurs fois dans la rue, c'est un truc de dingue. Quand j'étais avec un ami, je veux dire, les femmes se retournent sur moi en me disant, je vous adore. Quelle chance vous avez. C'est avec un grand sourire, mais il n'y a pas d'ambiguïté. Non. C'est comme on vous aime. Ah non, ça, mais quel cadeau. On va continuer avec quelqu'un que des générations de gens ont adoré. C'est votre choix. Ça fait 3 ans que j'anime cette émission. Il y a, 2 invités sur 3 qui la choisissent à un moment dans leur programme. C'est Barbara. Ah. Barbara, que vous nous avez demandé dans ce programme, avec une chanson qui, par contre, n'est pas la plus connue et qui n'est pas la plus demandée, qui est un hymne à la vie, qui s'appelle « Attendez que ma joie revienne ». Ça, c'est une chanson qui me fait pleurer chaque fois que je l'écoute, parce qu'elle est d'une intelligence et d'une sagesse. Elle dit à un homme, attendez que ma joie revienne pour que je vous aime. Oui, un jour je vous aimerai. Mais là pour l'instant, je suis dans le souvenir de l'autre. De l'autre. Voilà. J'ai fermé le rideau. Le rideau de mon cœur est fermé. Exactement. Moi, il y a 1 an et demi, j'ai perdu 2 de mes chiens qui étaient jumeaux, et pendant 9 mois, mes proches me disaient alors, et je répondais, attendez que ma joie revienne. Je faisais le deuil. J'étais pas prêt à ouvrir les bras pour pour un autre animal. Et j'avais tout le temps la chanson de Barbara et je pleurais en l'écoutant. en l'écoutant. On dit souvent que on n'écoute pas les chansons de la même manière quand on en connaît l'histoire. Barbara nous a livré dans ses mémoires posthumes le terrible secret de son enfance. Vous l'écoutez différemment, Barbara, aujourd'hui? Cette voix qui est comme ça, sur une fragilité de souffrance, sur une espèce de sommet, quelque chose qui échappe à... Mais c'est-à-dire que comme elle avait une forme de génie dans l'écriture, si elle parle d'elle, elle parle aussi de nous, quoi. C'est-à-dire, elle trouve des images, par exemple, l'image de l'aigle noir. L'aigle noir, on sait maintenant qui c'est. Voilà, c'est le père, c'est l'inceste, voilà. Etc. Mais tout ça est finalement... Vous savez, moi je dis souvent, soit on est littéraire, soit on est littéral. La formule est jolie. Voilà, alors si on est littéral, on raconte les choses telles qu'elles ont été, avec des mots triviaux, et c'est horrible et on s'en sort pas. Soit on est littéraire, c'est-à-dire on raconte la même chose, mais à travers des images, à travers des métaphores. Et ça fait... Avec de la poésie, quoi. Avec de la poésie. Donc ça permet à soi-même de prendre une distance, et ça permet à l'autre de nous rejoindre là où on a exprimé la chose. Et dans le cas de Barbara, ça prouve qu'on peut même mettre de la poésie sur l'horreur, quoi. Exactement. Et ça, c'est vraiment la force de cette dame. Attendez que ma joie revienne. Au départ, elle voulait pas la chanter. Elle enregistre en 63. Elle la veut pas. Il y avait le verbe revenir était conjugué beaucoup dans ce 45 tours. Il y avait dit quand reviendras-tu, et attendez que ma joie revienne en 63. Les 2 chansons sont enregistrées en 63. Elles ne sortiront qu'en 65. Et elle demande dans un premier temps à Cora Vauquer, à l'immense Cora Vauquer, de chanter cette chanson. Et Cora Vauquer donc va créer cette chanson, créer dans le sens où l'interprète a créé, quoi. Et Barbara, en écoutant ces chansons, se dit que finalement, elles sont quand même vachement bien. Elle les reprend. On l'écoute. Attendez que ma joie revienne. Attendez que ma joie revienne. Barbara, les chansons de ma vie d'Éric Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel, on pourrait passer à vous entendre parler de chansons, et donc maintenant de votre nouveau métier, donc parolier. on pourrait rester des heures et des heures avec vous. Je rappelle, avant de nous quitter, ce livre
émouvant, ce livre passionnant, Le défi de Jérusalem, dans toutes les bonnes librairies dès le 6 avril prochain. Les prochains projets, c'est quoi? Alors bon, bien sûr, donc votre carrière de parolier, et à part ça? Eh bien, il y aura une pièce à la rentrée. C'est un scoop, puisque ça vient de se décider. Oui. Ça sera au Théâtre de la Madeleine. Ça s'appelle Bungalow 21. D'accord. Et qu'est-ce que c'est, Bungalow 21? C'est la rencontre de Simone Signoret, Yves Montand, avec un autre couple qui est Marilyn Monroe et Arthur Miller. D'accord. Ils logent l'un au Bungalow 20, l'autre au Bungalow 21. Et malheureusement, il va y avoir un peu des transferts Voilà. d'un couple De à bungalow. l'autre. Voilà. Donc c'est une histoire très ordinaire avec des êtres extraordinaires. Donc 2 scoops, une nouvelle carrière d'Éric Emmanuel-Schmitt, celle de parolier, et une nouvelle pièce de théâtre à la rentrée, au Théâtre Rive Gauche, j'imagine. Non, à la Madeleine. À la Madeleine, excusez-moi, vous venez de le dire alors. Avec Mathilde Seigné qui jouera Simone Signoret. Ça va être un grand moment. Mais écoutez, on y sera. Une toute dernière question que je pose à tous mes invités. Quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait à ce jour? De me permettre de me simplifier, de m'ouvrir le cœur, d'être de plus en plus moi, sans filtre. Finalement, je suis rentré sur la pointe des pieds dans ce métier en ayant honte d'être moi-même et de mes fragilités, de mes insuffisances. Et puis, Et ce métier vous a totalement réconcilié avec vous-même, quoi. il m'a montré qu'il pouvait y avoir des choses aimables en moi. Ah bon? Vous dites ça avec tellement d'humour et tellement de modestie. Mais non, mais c'est un cadeau, c'est un cadeau. Oui, moi, quand j'étais adolescent, je me suis dit, bah, est-ce que quelqu'un m'aimera jamais? De bien s'aimer, c'est un cadeau. Moi, je ne peux m'aimer qu'à travers quelqu'un qui m'aime. D'emblée, je ne m'aime pas. Et j'ai eu la chance d'avoir de vraies histoires d'amour où je me suis rendu compte que j'étais aimable puisque j'étais aimé. Mais moi, autrement, je me serais pas donné cet amour. Et la rencontre avec le public, ça a été la même chose. Tout d'un coup, le devoir de donner du bonheur aux gens me fait dire bon, bah, je suis pas aussi. Finalement, c'est bien. Je suis pas aussi. Voilà, je suis pas simplement prétentieux, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire, mais j'arrive à faire quelque chose. En tout cas, c'était un véritable plaisir de vous accueillir dans cette émission et on vous souhaite le meilleur pour toutes ces entreprises que vous nous réservez, toutes ces surprises que vous nous réservez. Le prochain album, chanteur, non? Ça, non? Ah non, non, j'ai une voix de cheval de cirque. Bon, de cheval de cirque. Mais vous savez que ça chante très bien. Éric Manuel, merci beaucoup. Merci.